La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire intitulé Brexit, soyez prêts au 1er janvier 2021. Je suis Gaëlle Jacquier et je vais administrer ce webinaire. Donc vous pourrez poser toutes vos questions via l'encart prévu à cet effet sur la partie droite de l'encadré. Donc la présentation va durer à peu près une quarantaine de minutes et on passera à la phase questions-réponses à la fin. Si jamais certaines questions, on n'a pas le temps de les aborder, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous via mail ou par téléphone pour vous donner toutes vos réponses. Alors, la présentation vous sera également envoyée à l'issue de ce webinaire, donc vous pourrez retrouver toutes les informations. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir nos deux intervenantes qui sont Moïtsa Grobovsek, qui est consultante experte en TVA. Bonjour Moïtsa. Bonjour. Et nous avons également Manuela Tessier, qui est manager du pôle Compliance. Bonjour Manuela. Bonjour à tous. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous allons évoquer, si Moïtsa, tu peux passer la slide d'après, merci. Nous allons évoquer les relations commerciales avec la Grande-Bretagne, puis les relations commerciales avec l'Irlande du Nord, enfin les mesures essentielles à entreprendre, et puis la phase de questions-réponses. Je vais maintenant laisser la parole à Moïtsa. Moïtsa, c'est à toi. Voilà, bonjour. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire quelques mots d'introduction. Donc, je vous apprends rien en vous disant que la période de transition se termine le 31 décembre prochain et qu'au 1er janvier prochain, le Royaume-Uni deviendra définitivement un pays tiers à l'Union européenne, avec toutes les conséquences que cela implique. Pour rappel, l'Union européenne et UK négocient à l'heure actuelle un accord de libre-échange, donc afin de simplifier leurs relations futures. Donc la situation qu'on va vous présenter aujourd'hui peut encore évoluer un petit peu dans les heures à venir. Donc les négociations ne sont pas faciles, hein, donc comme vous avez pu le lire, surtout depuis que le projet de loi sur le marché intérieur UK prévoit de réécrire les termes du protocole avec l'Irlande du Nord, protocole pourtant signé avec les deux parties en 2019, ce qui a indéniablement entaché la confiance mutuelle. Donc, rajoutez à cela le fait que le Royaume-Uni présentera le 9 décembre un projet de loi, donc demain, sur la fiscalité, qui lui permettra d'interpréter unilatéralement les règles en matière de droits de douane et de TVA qui sont prévues par le protocole. Donc, ce texte prévoit de récatégoriser les mouvements Grande-Bretagne, Irlande du Nord en tant que mouvement interne et remplacerait donc le protocole qui a été signé en 2019 si l'Union européenne et le Royaume-Uni ne parviennent pas à un accord de libre-échange sans droits et douanes avant le 1er janvier 2021. Donc toute cette ambiance un peu électrique menace de saper les étapes finales ô combien délicates donc de négociation, hein, on y est encore, mais on espère clairement qu'elles aboutiront cette semaine à la signature d'un accord afin qu'une ratification en soit faite par le Parlement européen au 16 décembre, donc ce sera la dernière séance avant la fin de l'année. Donc restent 3 points de divergence, donc la pêche, règle d'une concurrence équitable et mécanisme de résolution des litiges. Nous sommes donc le 8 décembre et il nous reste un peu moins de 3 semaines quelque part pour appréhender les conséquences d'une sortie effective donc du Royaume-Uni qu'on examinera dans quelques instants. Donc cet environnement économique complexe nécessite clairement une préparation à l'ère post-Brexit. C'est pourquoi on va essayer avec Manuela tout au long de ce webinaire de vous expliquer les implications possibles sur votre activité et vous donner des bonnes pratiques afin d'en minimiser l'impact. Manuela, c'est à toi. Oui, donc effectivement, cette slide rappelle quelques points sur la manière dont sont gérés les échanges entre les différents États membres, dont le UK, jusqu'au 31 décembre 2020. Il y a les flux intracommunautaires de biens. Donc, nous distinguons les livraisons intracommunautaires, qui sont des opérations exonérées entre 2 États membres, les acquisitions intracommunautaires, qui sont des opérations taxables dans le pays d'arrivée, à auto-liquider dans les différentes déclarations de TVA. Il y a les prestations de services intracommunautaires. Ce sont des prestations qui sont soumises aux règles de territorialité selon la directive TVA,
applicable aussi bien en B2B qu'en B2C. D'un point de vue déclaratif, selon les prestations rendues, il faut soumettre des intrastats ou DEB si on est en France, des DES, déclarations d'échange de services, et des déclarations de TVA. Concernant le e-commerce, il s'agit du régime des ventes à distance. Dans le cas où le seuil du chiffre d'affaires dépasse un certain montant, qui a été harmonisé dans l'Union européenne autour de 35 KE, les sociétés sont dans l'obligation de s'enregistrer à la TVA dans le pays du client final. Pour rappel, à compter du 1er juillet 2021, sort la réforme sur le e-commerce, dont l'utilisation du MOS, mini guichet unique, utilisé à ce jour uniquement pour les services de télécommunications ou les services électroniques, sera étendue aux ventes de biens et services en B2C. Les quick fixes, à compter du 1er janvier 2020, ont été mis en place des mesures de simplification concernant le stock en consignation, les opérations triangulaires et les ventes en chaîne, pour solutionner des difficultés rencontrées par des opérateurs en attendant le régime définitif de TVA. Les remboursements de TVA, ça concerne les sociétés qui ne réalisent pas d'opérations taxables dans un autre État membre, mais seulement des dépenses. Elles sont en droit de demander le remboursement de cette TVA via une procédure de l'État membre de l'établissement. Cette demande doit être effectuée avant le 30 septembre de l'année N+1 pour les dépenses N. Et enfin, il y a les TOMS, ou régime de la marge. Il s'agit de calculer la TVA non sur le prix de vente du bien, mais sur celui de la marge, ce qui empêche effectivement la déduction de cette TVA. Et ce régime notamment est souvent utilisé par les agences de voyage. Donc, autant de dispositions qui n'en seront plus à partir du 1er janvier 2021. Donc, voyons voir maintenant les relations commerciales avec la Grande-Bretagne. Donc, quel sera donc l'impact sur les échanges avec la Grande-Bretagne au 1er janvier? Donc là, je précise, il faut distinguer entre la Grande-Bretagne et donc l'Irlande du Nord. Donc, on ne parlera plus de UK. On va y s'intéresser dans les slides suivants uniquement sur la Grande-Bretagne. On verra la situation avec l'Irlande du Nord dans quelques instants. Donc concrètement, comment ça va se passer pour les biens comme vient de l'exposer Manuela? Donc là, il y aura vraiment la suppression du concept donc des livraisons et acquisitions pour le commerce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Ces opérations deviendront des exportations et des importations. Donc, les exportations pourront bien évidemment être exonérées si les conditions sont réunies, notamment si on dispose de la preuve d'expédition en dehors du territoire de l'Union européenne, donc moyennant une déclaration d'exportation par exemple. Et les importations seront normalement taxables dans le pays d'arrivée et frappées de potentiels droits de douane. Donc, d'où éventuellement l'enjeu d'un accord de libre-échange qui est en train d'être négocié entre UK et l'Union européenne. Il ne sera plus possible de vérifier sur le site des VIES de la Commission européenne la validité des nouveaux numéros de TVA attribués par les autorités britanniques. En revanche, la vérification des anciens numéros sera toujours possible. Par contre, sachez que HMRC, donc c'est l'administration fiscale anglaise, elle a lancé un service de vérification des numéros de TVA UK en ligne, un petit peu le copier-coller de VIES. Ce service va permettre donc une vérification en temps réel qu'un numéro de TVA britannique est valide, ainsi que le nom et l'adresse du contribuable qui détient ce numéro. Ensuite, pour les services, pas de grands changements immédiats sur le régime de TVA. Le Royaume-Uni continuera à appliquer les règles semblables à celles qui découlent aujourd'hui de la directive TVA, donc notamment la règle B2B qui est la règle générale, taxable dans le pays du preneur de la prestation, et elle suivra également dans un premier temps les règles qu'elle existe déjà, qu'elle connaît, de use and enjoyment. Étant donné que les dispositions du coup de la directive TVA ne seront plus applicables au UK, donc il ne sera plus nécessaire de déposer les déclarations européennes de services pour les opérations B2B avec des assujettis, par exemple britanniques, pour les prestations qui rentrent dans le scope de la règle générale. Attention aux simplifications, comme les évoquait tout à l'heure Manuela. Vous ne pourrez plus utiliser
la Grande-Bretagne dans une simplification pour les ventes triangulaires. Il va donc vraiment falloir repenser votre chaîne d'approvisionnement. En tant qu'entreprise, par exemple, britannique, vous pouvez toujours utiliser, par exemple, un numéro de TVA que vous aurez, que vous avez, par exemple, dans un autre État membre, dans une triangulation, mais qui n'applique pas la Grande-Bretagne. Donc, pareil pour les stocks en consignation. Si vous détenez aujourd'hui des stocks en Grande-Bretagne dans l'entrepôt, par exemple, d'un client, ou si vous n'êtes pas enregistré, donc justement la TVA britannique, au terme de ces stocks en consignation, sachez que la situation va également changer pour vous au 1er janvier. Donc les marchandises qui vont arriver en Grande-Bretagne, donc pour aller donc justement pour être stockées dans ce stock, devront être traités comme une importation, et ce qui nécessitera sûrement une identification à la TVA localement. Donc, si vous êtes au contraire une entreprise britannique, par exemple, sans être enregistrée dans un autre État membre, vous ne pourrez plus bénéficier non plus de simplifications qui découlent des quick fixes, et notamment celles qui sont relatives aux stocks déportés. L'immatriculation pourrait être nécessaire, et dans certains cas même via un représentant fiscal. Dans ce cas-là, il sera donc nécessaire de modifier également vos contrats en conséquence, donc c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de faire un appel à un simple mandataire, mais vous serez obligé de passer par un représentant fiscal. C'est par exemple notamment le cas en Italie. UK, par contre, a annoncé que la désignation d'un représentant fiscal ne sera pas obligatoire dans le cas de gestion déclarative pour les sociétés européennes au UK. Et la France, par exemple, s'est prononcée dans le même sens pour les sociétés britanniques, par exemple, qui auraient des déclarations de TVA déposées en France. Quid des déclarations. Bon, il sera nécessaire désormais de déposer des déclarations de portation et exportation, et autres déclarations et certificats quand cela s'avérera nécessaire, par exemple en cas de produits réglementés, notamment des dispositifs médicaux par exemple. Une particularité toutefois pour les DEB, donc les intrastats, donc des déclarations d'échange de biens. Les entreprises qui importeront les marchandises en Grande-Bretagne en provenance de l'Union européenne devront toujours préparer des intrastats, donc une particularité, si elles dépassent donc le seuil de chiffre d'affaires de 1,5 million de livres sterling. Cela ne s'appliquera que pour l'année 2021 pour le moment. HMRC, donc l'administration fiscale anglaise, conserve cette obligation pour pouvoir suivre les données d'importation, du fait qu'elle propose la possibilité aux entreprises de différer, on y reviendra tout à l'heure, les soumissions des déclarations douanières. Par contre, les entreprises exportant les marchandises vers l'Union européenne ne seront plus obligées de soumettre les intrastats, en tout cas pour les opérations Grande-Bretagne, l'Union européenne. Donc concrètement, comment ça va se passer pour la entrée des marchandises en Grande-Bretagne? Donc, le gouvernement britannique a proposé un plan par étapes pour l'introduction de contrôles aux frontières sur les importations de marchandises donc, vers la Grande-Bretagne, pour permettre quelque part aux importateurs britanniques et européens concernés de s'adapter à ces nouveaux contrôles. Donc, l'introduction se fera de manière progressive en 3 étapes. Donc, une au 1er janvier, donc pour la plupart des marchandises, les déclarations en douane n'auront pas accompagné les marchandises importées et pourront être différées jusqu'à 6 mois, donc jusqu'au juillet 2021. Idem pour le paiement des droits éventuels, droits de douane éventuels et taxes afférentes. Toutefois, voilà, vous serez normalement obligé de tenir les registres de marchandises importées complets, donc pour les conserver, puisqu'il va falloir les présenter à partir du 1er juillet 2021. Donc, il est prévu bien évidemment quelques exceptions à cette tolérance, notamment pour les marchandises qui sont réglementées, telles que l'alcool, tabac et certains produits chimiques qui, eux, par contre, nécessiteront des déclarations complètes. Deuxième étape en avril 2021, pour les marchandises d'origine animale, tout ce qui est viande, miel, produits laitiers et les plantes réglementées, qui nécessiteront une notification préalable et une documentation sanitaire. Et troisième étape que je viens d'évoquer, donc au juillet 2021, où toutes les marchandises donc entrant en Grande-Bretagne depuis l'Union européenne devront être accompagnées des déclarations complètes et les droits, douanes et taxes afférents seront dus.
Donc toutes les marchandises devront entrer par un poste de contrôle aux frontières britanniques. Donc introduction aussi de UK Global Tariff, vous allez en entendre parler surtout si pas d'accord négocié de libre-échange entre l'Union européenne et UK. Donc, ce UK Global Tariff qui répertorie donc les marchandises qui sont soumises aux droits de douane et donc à l'importation et précise justement quels seront les taux applicables. Les dispositions donc bien évidemment s'appliqueront si, comme je viens de dire, aucun accord préférentiel avec le pays exportateur n'est signé. Donc c'est par exemple le cas aujourd'hui avec l'Union européenne. Donc du coup tout l'intérêt d'avoir un accord de libre-échange. Et donc juste pour dire que par rapport à ce qui était initialement prévu où 88% des marchandises ont été exemptes de droits de douane, aujourd'hui avec ces UK Global Tariff, on est retombé à 60%, donc vous avez toujours 40% des marchandises qui, elles, seront sujettes aux droits de douane. Donc, installation également de procédures simplifiées au UK, comme on peut les connaître au sein de l'Union européenne. Donc, ils ont instauré un Customs Freight Simplified Procedure, qui est un système de déclaration en douane électronique pour un dédouanement rapide. Et qui sera disponible justement sans demande express jusqu'au 30 juin 2021 et s'appliquera uniquement par contre aux importations de l'Union européenne vers la Grande-Bretagne. Donc après, si par exemple les entreprises voudront y recourir, ils devront demander officiellement le maintien du régime. HMRC introduit ici la possibilité de autoliquider la TVA à l'importation directement sur la déclaration TVA. Donc ça s'applique à toutes les importations, pas uniquement celles en provenance de l'Union européenne. Donc aucune démarche normalement préalable ne sera requise. Donc, quelque part, pour les sociétés européennes, ça sera à peu près identique à la TVA à l'acquisition, donc pas de sortie de trésorerie inutile. Par contre, le paiement de droits et taxes, droits de douane, pardon, éventuel sera toujours nécessaire, même si un report de quelques jours sera possible, notamment 30 jours. Donc pour les DEB, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, HMRC a annoncé que les entreprises britanniques devraient continuer à soumettre des intrastats et éventuellement les entreprises européennes qui importent les marchandises en Grande-Bretagne. Et normalement, le numéro EORI GB sera nécessaire donc pour importer et exporter les marchandises vers et depuis la Grande-Bretagne. Donc normalement, HMRC a automatiquement délivré les numéros EORI GB aux entreprises qui ont eu des échanges avec l'Union européenne en 2019. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez toujours en faire la demande. La démarche est facile. Ça prend à peu près 5-10 minutes en ligne directement et les délais normalement d'attribution sont de 5 jours ouvrés, peut-être qui peuvent éventuellement être allongés actuellement. Mais sachez que ce numéro EORI n'est pas nécessaire si votre entreprise fournit des services ou qui déplace les marchandises entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Ensuite, comment se passera l'entrée des marchandises dans l'Union européenne? Contrairement à la Grande-Bretagne, donc qui prévoit un atterrissage en douceur de 6 mois, l'Union européenne prévoit d'appliquer des contrôles douaniers et réglementaires complets sur les marchandises importées depuis Grande-Bretagne. Donc l'Union européenne est tenue par les termes de son union douanière, marché unique et règles de OMC. Donc elle ne peut pas du coup fournir ou octroyer des conditions préférentielles à un pays sans accord commercial. Donc là, on va avoir vraiment une position asymétrique qui présentera clairement un défi pour les entreprises. Parce que d'un côté, on va avoir un peu de souplesse et côté l'Union européenne, tout de suite droits et taxes applicables et les contrôles aux frontières. Donc déclaration douane, comme j'ai pu l'évoquer, donc vous devez soumettre des déclarations douane à l'importation et l'exportation, bien évidemment, en fonction également des incoterms que vous allez négocier avec vos clients ou votre fournisseur. Donc sachez que, comme j'ai pu le dire, la TVA à l'importation est possible, en fait, elle peut être autoliquidée, pardon, dans certains États membres, donc c'est prévu. En France, c'est également prévu, mais sous condition que cela soit accepté directement par l'administration,
concernés. Quand l'autoliquidation de la TVA n'est pas possible, on peut demander les reports, donc qui peut être envisageable, moyennant un crédit d'enlèvement par exemple. Donc les conditions varient donc à cette autoliquidation de TVA à l'importation. Donc il est vraiment nécessaire de connaître les conditions avant de réaliser des opérations. Comme ça, vous évitez éventuellement de sortir une trésorerie de manière inutile. Et il faut aussi réfléchir bien évidemment en manière avec laquelle vous allez pouvoir récupérer cette TVA à l'importation payée dans ces différents États membres. Pour les DEB, on a dit tout à l'heure, plus de DEB à déposer pour les opérations Grande-Bretagne, Union européenne, à l'exception bien évidemment du commerce entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Numéro EORI UE sera requis pour importer des marchandises dans l'Union européenne. Le principe est de ne pouvoir avoir qu'un numéro EORI à la fois. Donc, si vous avez fait la demande, par exemple, aujourd'hui, de disposer d'un numéro EORI UK, parfois certains pays bloquent cette demande en attendant le 1er janvier 2021. Voilà à peu près pour les ventes de marchandises. Manuela, quid du e-commerce? Oui, donc effectivement, quels vont être les impacts du Brexit sur le e-commerce à compter du 1er janvier 2021 sur les biens et sur les services. Donc effectivement, sur les biens, toutes les opérations intracommunautaires n'existeront plus. Elles seront remplacées en termes d'importation et d'exportation. Le seuil défini par les États membres ne concernera plus le UK non plus, devenant un pays tiers. Le seuil pour s'enregistrer à la TVA sera de 1 €. Donc, pensez donc à bien vérifier vos seuils afin de déterminer votre obligation de vous enregistrer et ainsi limiter le risque d'éviter de payer de la TVA concernée dans le pays d'arrivée. A contrario, ce qui ne va pas changer par contre, ce sont les transactions locales, si vous êtes déjà enregistré avec application du taux de TVA lié aux biens vendus. Et les services, le UK ne faisant plus partie de l'UE, les services de télécommunication et les services électroniques ne pourront plus bénéficier des seuils des 10 000 € et du MOS. Il faudra donc s'enregistrer dans le pays de votre client et réaliser par la suite des ventes locales taxées au taux du pays de votre client. Voilà, et donc quelques mots sur la récupération de la TVA étrangère. Donc si la société est enregistrée à la TVA dans un autre État membre, elle va bien évidemment pouvoir continuer à récupérer la TVA directement via ses déclarations TVA. Concernant la TVA supportée à l'étranger par l'entreprise, on devra désormais utiliser la procédure dite de 13e directive. Donc normalement c'est le système papier, même si par exemple UK réfléchit actuellement à mettre en place une procédure électronique. Une différence doit être notée avec les entreprises, on va y revenir tout à l'heure, d'Irlande du Nord, parce qu'elles pourront continuer à bénéficier du régime 8e directive pour les biens uniquement. Par contre, il ne sera pas possible d'utiliser cette procédure pour les services ou pour les factures qui concernent à la fois les biens et les services. Dans ce cas-là, il va falloir faire la demande de récupération de TVA via la procédure de 13e directive. Attention, bien sûr, parce que certains États membres demandent à ce qu'il y ait un accord de réciprocité afin d'accorder le remboursement. Donc ça n'a pas été auparavant requis pour les entreprises établies au UK, ça l'est aujourd'hui. Donc attention à ces nouvelles exigences et attention également au délai. En 13e, nous ne sommes plus dans le même délai qu'évoquait Manuela tout à l'heure. On est pour la France au 30 juin N pour les dépenses N-1, avec désignation obligatoire d'un représentant fiscal. Et au UK, la deadline est 31 décembre N pour les dépenses qui vont de juillet N-1 à juin N. Les dépenses 2020 peuvent être déposées via la procédure électronique jusqu'au 31 mars 2021, 11 h du soir. Donc, attention à la deadline. Et par contre, une question des mœurs sur ces dépenses 2020, quid de celles qui n'auraient pas été déposées avant le 31 mars. Donc, on se interroge si elles vont être définitivement perdues ou si elle pourra les récupérer via la 13e directive. Allons voir maintenant cette particularité qui existe avec l'Irlande du Nord, parce que c'est quand même la partie qui pose le plus de problèmes aujourd'hui et dans les négociations entre l'Union européenne et Grande-Bretagne, enfin UK.
Donc au 1er janvier, l'Irlande du Nord aura un statut double, donc elle sera pour moitié dans le régime de l'Union douanière européenne et du marché unique, donc pour les biens, et pour la moitié dans le régime TVA et régime douanier de UK, donc pour les services notamment. Donc tout cela a été prévu dans le protocole d'Irlande du Nord et dans l'accord de retrait de Brexit, donc une double situation qui risque d'être vecteur d'erreur, et c'est vraiment cette partie qui posera, à mon sens, plus de problèmes aux opérateurs. Actuellement, la position est la suivante. Pour les biens, les transactions avec l'Irlande du Nord seront celles qu'on connaît aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Donc, on sera dans les livraisons intracommunautaires et acquisitions intracommunautaires. Et toutes les dispositions de la directive TVA resteront applicables. Donc, il y aura effectivement, rien ne changera par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Pour les services, par contre, tous les services transfrontaliers, donc entre l'Irlande du Nord, Grande-Bretagne et l'Union européenne, ils ne font pas partie de ce protocole qui a été signé. Donc, les services, toutes les transactions qui concernent les services sont traitées comme toute autre transaction, par exemple, entre l'Union européenne et pays tiers. Pour les déclarations, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, déclaration d'échange de biens et intrastat sera toujours nécessaire au moins jusqu'au 2025, parce que le protocole normalement est applicable jusqu'à 2025. Par contre, la déclaration européenne de services ne sera pas nécessaire pour la raison que je viens d'évoquer. Donc, les montants pour les DEB intrastat seront celles que j'ai déjà évoquées, donc 1,5 million pour les introductions et 250 000 pounds pour les expéditions de l'Irlande du Nord vers l'Union européenne. Et il y aura ce fameux numéro EORI, donc les numéros TVA et XI et EORI devront être utilisés sur les factures, les intrastats et les documents douaniers. Donc pour aider HMRC et l'Union européenne à suivre les transactions suivantes. Donc les marchandises situées en Irlande du Nord au moment de la vente, marchandises expédiées de l'Irlande du Nord vers l'Union européenne ou les transferts, et marchandises expédiées vers l'Irlande du Nord par les entreprises de l'Union européenne qui sont enregistrées à la TVA. Donc, comment obtenir ce fameux numéro XI? Donc, si vous possédez déjà un numéro EORI d'un pays de l'Union européenne, vous n'avez pas besoin normalement d'un numéro EORI commençant par XI. Donc, pour obtenir toutefois un numéro EORI XI, si vous faites des opérations avec la Grande-Bretagne, vous devez déjà au préalable disposer d'un numéro EORI Grande-Bretagne. Donc ça se corse un peu. Si vous possédez déjà un numéro EORI Grande-Bretagne, donc normalement HMRC devrait vous envoyer automatiquement un numéro XI si elle considère que vous en avez besoin. Donc vous devez le recevoir avant le 11 décembre 2020. Donc dans 2 jours, 3 jours. Si vous n'avez pas reçu automatiquement, vous pouvez toujours en faire une demande en ligne à partir donc de 11 décembre. Donc si vous n'avez pas non plus de numéro EORI Grande-Bretagne, que vous en avez besoin à partir du 1er janvier, faites-en une demande conjointe EORI GB, EORI XI. Et comme ça, vous les recevrez les 2 sur 5 jours normalement. Les délais peuvent être un peu rallongés. Donc soyez patients. Donc pour les biens circulant entre l'Irlande du Nord et Grande-Bretagne, normalement, comme le dit exposera Manuela juste dans quelques instants, ils seront traités comme les importations-exportations. Donc les taxes à l'importation seront dues. Mais là, il y a une interprétation de l'Union européenne et UK qui divergent sur ce point, puisque UK a choisi de traiter les relations JB et Irlande du Nord comme des transactions nationales. C'est ce que ça se corse. Donc cette situation va perdurer jusqu'à vraiment la dernière minute, puisque l'accord éventuellement négocié changera éventuellement la donne. Manuela, alors quels sont les traitements de TVA basés donc de point de vue actuel entre l'Irlande du Nord et les restes de l'Europe et GB?
Alors oui, donc effectivement, en titre de rappel, je précise juste, attention, il s'agit effectivement d'une situation provisoire qui risque encore de changer, comme l'expliquait Moïsa, plein de rebondissements dans ce petit feuilleton. Donc, les opérations des États membres de l'UE vers l'Irlande du Nord, pour ce sujet-là, ça ne change pas, ça reste bien des opérations intracommunautaires et sont soumis au régime des flux de l'UE. Là où effectivement il y a une divergence, ce sont entre les opérations depuis et vers l'Irlande du Nord et depuis et vers la Grande-Bretagne. Selon l'interprétation de la Grande-Bretagne, il s'agirait effectivement de transactions locales. Et selon l'interprétation de l'UE, il s'agirait d'une exportation et d'une importation dans le pays d'arrivée, soumis au régime douanier. Donc, concernant le traitement déclaratif, attention, quand vous venez, des biens proviennent de l'Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne, il s'agirait d'une déclaration d'exportation. Et vers le UK, il s'agirait plus d'une transaction locale. Donc, il n'y aura pas nécessité d'avoir une déclaration d'importation à faire. Ce sera considéré comme de la TVA locale qui sera déclarée dans les déclarations de TVA britanniques. Donc voilà, et la même chose en direction de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord. Les transactions sont plus considérées comme du local d'un point de vue britannique et d'un point de vue UE considérées comme de l'exportation et de l'importation à destination de l'Irlande du Nord, pour lesquelles cette TVA à l'importation pourrait être déduite ou auto-liquidée directement dans vos déclarations de TVA. Donc ça, bien évidemment, c'est un sujet qui tend à évoluer, donc on vous tiendra informé, le cas échéant, sur toutes ces évolutions. Alors, du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de discuter, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les mesures essentielles qu'il faudra effectuer en matière de TVA. En premier lieu, il faudra bien analyser ces flux, parce que le UK devenant un pays tiers, il faudra bien analyser les flux intégrant ce pays. En effet, les mesures de simplification mises en place dans l'UE ne pourront plus s'appliquer avec le UK. Donc, effectivement, je vous invite à bien faire attention et analyser ces flux à partir du 1er janvier 2021 au niveau de toutes ces modifications, notamment l'impact cash sur les importations, qui n'est pas négligeable. Donc, vous voyez si vous pouvez bénéficier de tout ce qui est la TVA à auto-liquidation, qui permettra de réduire votre trésorerie. Et donc, ces importations seront auto-liquidées dans vos déclarations de TVA britanniques, comme on le fait en France et aux Pays-Bas notamment, pour lesquels ça marche effectivement très bien. Il faudra nommer un représentant fiscal. Certains pays, effectivement, n'ayant pas signé d'accord d'assistance mutuelle avec la Grande-Bretagne, il faudra étudier au cas par cas la nécessité de désigner un représentant fiscal. Un simple mandataire, effectivement, ne suffira plus dans ce cas-là. Concernant le e-commerce, pour rappel, comme il n'y aura plus de seuil à excéder, dès le 1er euro, il faut s'enregistrer à la TVA au UK. Et pour les services de télécommunication et services électroniques, si vous voulez bénéficier du MOS, je vous invite à vous identifier dans un État membre de l'UE. Donc à bien analyser encore une fois vos flux et cette possibilité justement de pouvoir bénéficier de ce mini-guichet unique. Et concernant les remboursements de TVA, attention, comme disait Moïsa, le UK devient un pays tiers. Les demandes dépendront maintenant de la 13e directive et non plus de la 8e. Par contre, l'Irlande du Nord, quant à lui, restant dans l'Europe, elle sous le régime de la 8e directive pour tout ce qui est demande de remboursement. Alors, parlons, donc là c'était pour le volet TVA qui a été présenté donc, par Manuela. Moi je vais m'attarder sur le volet douane. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, voilà la checklist un petit peu des actions que vous devez absolument entreprendre avant le 1er janvier en matière douanière. Bon, il y a beaucoup de choses dans les 3 semaines à venir si vous ne l'avez pas encore commencé, mais en tout cas il est, comme l'a dit Manuela à juste titre, il est vraiment nécessaire que vous ayez une vision précise donc de vos flux, aussi bien pour la TVA que pour la douane, hein, puis des flux logistiques.
pour pouvoir anticiper les différents changements par rapport notamment les régimes de simplification, ainsi de suite. Donc pour la douane, bien évidemment, la première étape, c'est obtenir un numéro EORI, hein, si vous ne l'avez pas encore. Donc je ne vais pas rappeler l'ensemble des dispositions que j'évoquais à l'instant, mais en tout cas, vous en avez besoin pour vos déclarations douane, donc pour les opérations futur avec Grande-Bretagne, puisque même s'il y a un accord, Grande-Bretagne deviendra définitivement un pays tiers au 1er janvier, et vous en avez donc besoin pour déplacer l'ensemble de vos marchandises entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Donc ensuite, décider de la gestion de vos déclarations en douane. Comment ferez-vous vos déclarations? Qui sera l'importateur officiel? Beaucoup de questions sur cette gestion de douane. Donc, soit vous le faites par vous-même ou via un représentant en douane enregistré. Donc, il s'agit donc de votre stratégie commerciale. Donc, à vous de déterminer ce que vous avez envie de faire. Effectivement, si vous avez déjà l'habitude de remplir les déclarations car vous échangez déjà avec un pays tiers, vous pourrez peut-être préférer d'internaliser ce process. Par contre, dans le cas contraire, il serait peut-être peut-être optimal de le confier à une tierce personne si vous ne l'avez jamais fait. Sachez toutefois que, quelle que soit la solution que vous choisissez, vous resterez toujours responsable fiscalement de vos opérations. Donc, vous ne pourrez pas vous dédouaner puisque vous le confiez à une tierce personne. Attention pour les sociétés UK qui ne pourront plus agir en tant qu'exportateurs et devront désigner une société européenne pour agir en tant qu'exportateur ou en tant que représentant, puisque UK deviendra définitivement pays tiers, accord ou pas d'accord, je le précise de nouveau. Donc, il va falloir veiller aussi au choix de transport hein, et puis de l'incoterm choisi, puisqu'en fonction de l'incoterm, bien évidemment, vous n'aurez pas forcément les mêmes obligations en matière douanière et les incoterms à destination vous obligeront quelque part de supporter la TVA à l'importation, par exemple au UK, alors que vous n'en avez pas forcément envie et les moyens. Donc, attention à vos incoterms. Attention aussi à bien calculer les droits et taxes donc applicables à votre produit. Le taux de droits de douane et les taxes se fait en fonction bien évidemment de la nature de la marchandise, donc c'est-à-dire ça va être un code douanier d'une marchandise, donc son espèce tarifaire. Donc il ne faut pas se tromper puisque c'est cette espèce tarifaire qui sera ensuite utilisée pour calculer l'ensemble des droits et taxes dont vous devez payer. Donc, le taux de droit de douane se fait en fonction de la valeur de la marchandise. Hein, donc, attention aussi à la valeur à déclarer en douane et de l'origine, parce que l'origine, c'est la nationalité de la marchandise, non pas la provenance, la nationalité. Donc, bien évidemment, elle peut avoir une origine préférentielle ou une origine non préférentielle. Donc, aujourd'hui, s'il n'y aura pas d'accord, par exemple, signé entre l'Union européenne et UK, ces marchandises, si elles sont originaires de UK, elles auront une origine non préférentielles, donc elles sont soumises à UK Global Tarif pour les marchandises qui rentreraient sur le territoire de Grande-Bretagne et au taux standard de la nation la plus favorisée de l'Union européenne selon l'OMC pour les marchandises qui arrivent de Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Donc ça, c'est en cas de s'il n'y a pas d'accord de signer. Donc d'où l'importance de signature d'un accord signé d'ici le 1er janvier 2021. Donc il est important vraiment que vous compreniez les règles donc de détermination de produits, puisque ça vous évitera de soit sous-déclarer des taxes, ce qui peut entraîner bien évidemment les marchandises bloquées en douane ou des amendes inutiles, ou de trop payer et de faire finalement des pertes par rapport à ça. Dans tous les cas, il est important vraiment de catégoriser vos marchandises. Donc ensuite, vérifier la réglementation applicable à votre produit.
Donc ça, ce sont des réglementations particulières qui sont relatives à certaines marchandises, par exemple prohibées ou soumises à des restrictions spécifiques, qui exigent par exemple la délivrance d'une autorisation préalable au dédouanement, notamment les produits de santé, produits soumis au contrôle sanitaire, faune et flore, matériel de guerre, produits industriels et ainsi de suite. Donc ça aussi, attention, soyez vigilants par rapport à ça. Et donc, il y a un site qui est mis à disposition des opérateurs qui s'appelle Market Access Database, donc Access to Market. Vous le tapez sur votre Google, voilà, et puis vous tombez directement. C'est un site qui est hébergé par la Commission européenne et qui vous donne, en fonction de la nomenclature de produits, les tarifs et les taux de taxes applicables. Donc ensuite, et dernière étape qui est très importante, je prépare mon dédouanement. Donc c'est-à-dire que je fiabilise quelque part la sortie de marchandises, par exemple avec Export Control System. J'anticipe mon dédouanement, par exemple à l'import avec Delta G qui vous permet de dédouaner 30 jours qui précèdent l'arrivée des marchandises au sein de l'Union européenne. Ça permettra par exemple d'alléger les formalités douanières et donc d'accélérer le passage des marchandises. Je peux même demander le report de paiement de droits et taxes en mettant en place par exemple un crédit d'enlèvement, avec bien évidemment une caution bancaire et garantie de solvabilité, mais ça vous permet de reporter à 30 jours le paiement des droits et taxes. Sachez que pour info, HMRC, donc l'administration fiscale anglaise, autorisera également un report jusqu'à un mois de droits de douane et l'autoliquidation de TVA à l'importation sera possible directement via la déclaration. Donc n'hésitez pas à utiliser ce type de mesures de simplification, comme l'a évoqué aussi Manuela. Et je n'hésite pas aussi de mettre en place des simplifications telles que par exemple le transit douanier, donc qui existe, soit transit douanier UE, Union européenne, soit commun, qui permet justement la circulation des marchandises en suspension de droits et taxes et donc de mesures de politique commerciale et qui vous permet aussi le report à l'intérieur du territoire douanier des formalités d'import. Donc autant de simplifications qui serait dommage de s'en priver. Voilà. Voilà pour un peu le tour d'horizon sur la situation Brexit à l'instant T. Donc nous attendons avec impatience la signature d'un accord pour asseoir les différentes règles et déterminer avec précision les futures relations avec UK, notamment la partie Irlande du Nord qui reste encore très floue. Faut garder donc à l'esprit que les différents points qu'on a évoqués sont susceptibles d'encore être un peu modifiés et évolués. Donc ce Brexit nous aura vraiment tenu en haleine jusqu'au bout et il n'est pas exclu qu'on ait un revironnement à la dernière minute, comme les Britanniques savent bien le faire. Donc droit de douane ou pas de droit de douane, that's the question, au 1er janvier. Donc ça se trouve qu'on n'aura pas d'accord au 1er janvier. Donc voilà, tout est encore possible. Donc malgré donc l'absence de ces différentes incertitudes, on va quand même essayer de répondre à vos questions. Manuela, y a-t-il des questions? Ah oui, alors effectivement, il y en a quelques-unes, notamment, est-ce qu'on peut réexpliquer le représentant fiscal, dans quel cas nous en avons besoin? Donc effectivement, vas-y, je t'en prie. Effectivement, comme on l'expliquait, la nomination d'un représentant fiscal devra être faite au cas par cas, parce qu'évidemment, tous les pays n'ont pas signé d'accord d'assistance mutuelle avec la Grande-Bretagne. La France l'a faite, par exemple, une société britannique qui va faire des opérations taxables en France. La France ne demande pas à avoir un représentant fiscal en France pour les opérations d'une société britannique, et l'inverse également. Un autre exemple, la Belgique ou l'Italie, quant à eux, demandent, ainsi que les Pays-Bas, demandent à ce qu'il y ait un représentant fiscal pour une société britannique qui fait des opérations en Belgique. Cette société doit désigner un représentant fiscal pour pouvoir gérer toute sa partie déclarative en Belgique, par exemple.
Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question correctement. Mais voilà, comme déjà listé, c'est effectivement au cas par cas. Il faut analyser les flux et les raisons pour lesquelles vous devez vous enregistrer, s'il y a une nécessité d'avoir un représentant fiscal ou pas. Alors, hop, il y en avait un autre que j'avais lu. Ok. Pourriez-vous m'indiquer les lignes de TVA utilisées dans la déclaration de TVA? Attendez. Hop, je fais mouliner. Hop. Bon. Oui, donc pourriez-vous m'indiquer les lignes? Ah, décidément. Les lignes de TVA utilisées dans la déclaration de TVA pour les achats et ventes de biens ou prestations de services hors UE. Bon, Manuela, c'est plutôt ton domaine, mais Ouais. si je peux me permettre, hors UE, donc vous avez donc la ligne 04, me semble-t-il, la déclaration CA3, hein, si on parle de déclaration CA3 française, ouais. donc qui concerne bien évidemment des exportations. Donc vous mettez pour tout ce qui est en phase marchandise, hein, je parle bien de marchandises en ligne 04, et vous mettrez des prestations de services vers en dehors de l'Union européenne sur la ligne 05. Donc c'est une ligne 0. Une fourre-tout où vous mettez toutes les prestations qui sont exonérées de TVA. Ne vous trompez, juste un conseil, ne vous trompez pas de ligne entre la marchandise et le service, puisque ça peut générer des questionnements inutiles de la part de l'administration fiscale, puisque, comme je le disais tout à l'heure, et j'insiste sur ça, que ce soit que vous soyez en export ou que vous soyez en livraison intracommunautaire de marchandises, pour que vous puissiez justifier d'exonération de ces opérations auprès de l'administration fiscale, il vous faut une preuve. Donc cette preuve peut être une preuve par tout moyen selon le fisc français, mais la preuve ultime, donc c'est CMR pour les livraisons intracommunautaires. Et par exemple, là on est dans les exportations, c'est la déclaration d'exportation. Donc si vous mettez par exemple, mélanger les services et les biens sur cette même ligne 04, vous risquez d'avoir une sacrée différence entre le montant qui concerne vraiment les marchandises pour lesquelles vous avez effectivement une déclaration d'exportation, et une partie justement des services pour lesquels vous n'avez pas forcément de preuves, parce que normal on ne vous la demande pas. Donc vous risquez finalement de vous pénaliser vous-même en ne séparant pas de manière correcte ces différentes prestations et les livraisons de biens. Donc ligne 04 et 05 pour les opérations en dehors de l'Union européenne. Donc il y a une autre question. Oui. Les numéros EERI acheteurs et vendeurs doivent-ils apparaître sur les factures? Voilà, donc effectivement, je vais répondre. Ces numéros EERI, en fait, doivent être apparents seulement que sur les déclarations d'importation et d'exportation. Tout ce qui est facture n'a pas nécessité de mentionner votre numéro EERI. Par contre, votre numéro de TVA, oui. Oui, effectivement. Le numéro EERI est-il obligatoire, quel que soit l'incoterme? Je pense, au vu de la question, je pense que c'est le numéro GB-EERI, ça voulait dire. Est-il obligatoire, quel que soit l'incoterme utilisé? Si vous gérez, si c'est pas vous qui gérez par exemple, typiquement vous vendez depuis la France vers la Grande-Bretagne, si c'est pas vous qui gérez, vous êtes responsable d'importation, vous n'avez pas effectivement à détenir un numéro EORI GB. Par contre, par exemple, si vous êtes en incoterm DDU par exemple, vous êtes responsable quelque part de la livraison de marchandises jusqu'en Grande-Bretagne, sauf que vous ne payez pas forcément les droits et taxes dessus. Donc dans ce cas-là, vous avez le droit, vous avez obligation quelque part de disposer d'un numéro EORI GB et de l'indiquer sur vos différentes déclarations d'importation. Donc tout dépend quelle est la responsabilité qui vous incombe en termes d'incoterm et en termes aussi contractuels. Parce que attention, je veux vraiment sensibiliser
tous les opérateurs et les entreprises sur le sujet. Il y a beaucoup de fois où il y a un Incoterm effectivement qui est prévu sur la facture, mais qui n'est pas forcément celui qui reflète la réalité des opérations réalisées. Donc, assurez-vous déjà que l'Incoterm que vous mettez sur la facture est bien celui qui était négocié quelque part dans les conditions générales de vente ou d'achat, puisque souvent on a un peu décalage, on remarque souvent le décalage entre ce qui est indiqué sur la facture et ce qui se passe concrètement en réalité et en vertu des contrats. Donc, si vous avez effectivement un Incoterm qui vous oblige pas importer quelque part et vous occuper des déclarations d'importation et ainsi de suite, vous n'avez pas besoin d'avoir un numéro EORI puisque c'est pas vous qui gérez proprement parler cette importation sur le territoire britannique. Donc voilà, ça dépend vraiment quelles sont vos obligations en fonction d'un Incoterm choisi. L'Irlande du Nord aura un numéro EORI XI et également un numéro de TVA intracommunautaire XI, ou gardera-t-il son numéro de TVA intracom GB? Non, normalement, il y aura un numéro XI, puisque le numéro GB ne sera plus acceptable dans toutes les solutions VIES prévues par la Commission européenne. Donc, ça sera remplacé, GB sera remplacé par XI, et qui du coup garantira quelque part que la société est localisée, située en Irlande du Nord. Bien évidemment, aujourd'hui, on n'a pas tous les contour encore de cette problématique justement avec l'Irlande du Nord, et c'est ce qui est un petit peu rapproché aux Britanniques, puisqu'ils n'ont pas beaucoup avancé sur ce sujet-là, mais c'est aussi un moyen de pression aujourd'hui qu'ils ont pour justement obtenir le gain de cause auprès de l'Union européenne, parce que ce qui les intéresse, c'est de négocier un accord de libre-échange sans droit de douane et son tarif pour justement profiter un petit peu de l'Union européenne comme c'était le cas aujourd'hui, et de libre circulation des marchandises. Donc en fait, cette situation avec l'Irlande du Nord n'est toujours pas tout à fait précise. Voilà. Mais normalement, ça va être un numéro XEI et non pas un numéro GB. Okay. Je refacture des prestations de services à ma filiale UK. Je considère cela comme de l'export. C'est une refacturation de frais supportés par la holding et refacturée à la filiale étrangère. Oui, pour les prestations de services, on peut considérer. Bon, après, je n'ai pas tous les, j'ai pas tous les contours de ce que vous refacturez exactement, mais disons si on part du principe que ce sont des prestations de services qui rentrent dans le scope de règles générales, donc ce qu'on connaît en règle générale B2B, qui ne sont pas quelque part des prestations qui, par exemple, sont attachées à un immeuble ou qui bénéficient des exceptions particulières en termes de territorialité. Donc, si on parle du principe qu'elle rentre dans le scope de règle générale, on appliquera la même règle qu'on connaît aujourd'hui, donc notamment celle qui découle de la directive TVA, l'article 44 et 196 ou de 259 Code général des impôts, qui vous permettent de facturer en hors taxe, et la TVA sera auto-liquidée par le client preneur de cette prestation. Donc demain, UK, combien même devient un pays tiers, les prestations de services que vous réalisez vers un territoire d'exportation quelque part, un territoire tiers, on applique le même principe, en tout cas en B2B, que ce qu'on connaît au sein de l'Union européenne. Donc ça ne changera rien pour vous. Elles ne seront juste pas indiquées, par exemple, typiquement ce type de prestation dans une déclaration européenne de services, alors qu'aujourd'hui, vous êtes par exemple obligé de la mettre, l'indiquer de votre déclaration DES actuellement, ce qui ne sera plus le cas demain, si vous le refacturez en tant que prestation hors Union européenne. Comment doit-on traiter une facture datée de 2020 pour des biens réceptionnés en France en janvier 2021? Oula, ça c'est Effectivement. C'est une très très bonne question, et elle mérite une réponse, mais il sera très difficile de répondre parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. On pourra revenir vers vous parce que il y a un certain nombre d'éléments qui, ce sont des cas qui sont prévus aussi bien par UK et par le protocole et normalement la sortie, et par la Commission européenne justement,
pour les marchandises, par exemple, qui par exemple, pareil, pour les travail à façon, par exemple, une marchandise le contrat qui était signé en décembre et qui partira au UK pour être façonné et qui reviendra ensuite, comment ça sera traité. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Donc, si on a le nom de l'entreprise qui nous a posé la question, on pourra revenir vers elle par la suite sans problème. Alors, mon client UK me demande de lui vendre de la marchandise en DDP. Dois-je m'immatriculer à la TVA UK et dois-je avoir un représentant au UK? Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas quelle est la valeur de la marchandise parce que on va partir du principe qu'elle est supérieure à 135 pounds. Oui, enfin normalement si vous êtes en DDP, donc ça veut dire que vous avez toutes les responsabilités jusqu'au bout et dans ce cas-là, vous gérez aussi bien la douane export que la douane import. Et malheureusement, dans ce cas de figure, vous n'avez pas d'autres possibilités quelque part que vous immatriculez à la TVA localement, puisque vous êtes obligé de faire une déclaration à l'importation suivie d'une vente locale. Après, sur la vente locale, effectivement, étant donné que vous n'êtes pas forcément établi et que votre client, par exemple, est UK, donc Manuela, arrête-moi si je me trompe, mais vous allez pouvoir éventuellement profiter de autoliquidation par le client final sur la vente locale. Mais en tout cas, la TVA à l'importation payée sur cet import, puisque vous êtes en DDP, malheureusement, je vois pas d'autres possibilités que vous immatriculer sur place et vous faire accompagner justement par une société éventuellement pour faire vos déclarations d'importation jusqu'au client final. Donc voilà, attention aux responsabilités justement qui vous incombent en matière d'incoterm, parce que ça peut avoir un impact assez considérable. Notamment, c'est vrai que là on parle beaucoup de B2B, mais en B2C, attention à cela. Typiquement parce que les clients UK, donc les individus, hein, je parle de consommateurs lambda comme vous et moi, ne sont pas forcément prêts à payer et prendre en charge la TVA à l'importation. Donc, ils ont plutôt l'habitude de payer toute taxe incluse. Donc, si en plus, ils doivent supporter sur l'achat de marchandises une TVA à l'importation, attention à cela vraiment et négocier vos incoterms, revoyez l'ensemble de vos incoterms que vous avez signés à vos clients. Bon, c'est un peu tard, 3 semaines avant le Brexit, mais en tout cas, au moins pour les achats qui présentent des volumétries importantes, conséquent, ça vaut le coup de redispatcher un petit peu les obligations. Mais voilà, en DDP, malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix. Ça. Alors, je refais le tour des questions. Je suis en train de refaire le tour. On peut avoir le temps pour une dernière petite question. Alors, attends. Oui, j'en ai une là. Alors, concernant le e-commerce, depuis l'UE, la France vers la Grande-Bretagne, y a-t-il une demande formelle particulière à prévoir pour pouvoir différer la déclaration de la TVA à l'importation en Grande-Bretagne jusqu'au moment du dépôt de la déclaration de la TVA? J'ai du mal un peu à comprendre les questions. En fait, normalement, vous n'avez pas de... Enfin, si j'ai bien compris la question, enfin, en tout cas, vous n'avez pas de demande express à faire de report. Cependant, encore une fois, hein, d'ici 3 semaines, en fonction de l'accord par accord, il risque d'avoir encore des modifications sur ces sujets-là. Si question IA par rapport à ça et que vous voulez vraiment pas prendre de risques, moi, vous conseillerais quand même il y a une plateforme qui existe auprès de HMRC, et vous pouvez poser vraiment gratuitement toutes les questions possibles, imaginables. Donc, je ne veux pas vous dire oui, c'est possible, et puis que vous risquez d'être coincé à partir du 1er janvier. Mais normalement, de ce qui est affiché par HMRC, donc l'administration fiscale UK, il n'y a pas de démarche, notamment en tout cas à partir du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2021 à faire pour bénéficier justement de ce type de report. Cependant, si vous voulez utiliser donc justement ces mesures de simplification,
à partir du 1er juillet, il va falloir en faire une demande express. Mais de toute façon, pour gérer la TVA à l'import, si vous n'avez jamais fait de déclaration, je vous conseillerais vivement de passer par un agent en douane qui fera l'ensemble de démarches pour vous et qui sera à même aussi de vous conseiller en termes de simplification, en termes de déclarative à faire. Donc, je suis consciente que ça génère éventuellement des coûts supplémentaires, mais vaut peut-être mieux se faire accompagner au début et supporter ce genre de coûts que justement supporter des coûts liés aux amendes ou pénalités ou au fait de vous tromper, par exemple, sur la valeur de la marchandise ou ainsi de suite dans les calculs, et du coup de supporter une TVA ou des droits de douane trop importants ou au contraire pas suffisamment élevés et finalement on pâtir un petit peu ensuite les conséquences. Merci beaucoup Moïtsa et merci beaucoup Manuela. On va arriver au terme de ce webinaire. Donc, je vous remercie tous d'avoir été très nombreux à y participer. Nous avons bien noté toutes vos questions. On reviendra vers vous pour ceux auxquels on n'a pas pu répondre. Et nous vous souhaitons à tous une bonne journée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.